Les questions internationales remontent à la surface du débat politique canadien avec la participation du Canada à la lutte contre le groupe État islamique au Moyen-Orient. À Planète Terre, on s'est dit que c'était l'occasion de se poser la question, en fait, de revenir sur la politique étrangère du Canada dans son ensemble et de se demander si, après près de 9 ans de gouvernement conservateur, il y a véritablement eu une révolution conservatrice dans la politique étrangère du Canada. Aujourd'hui, je pose la question à Riowa Chung, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal et s'intéresse surtout à l'éthique des relations internationales. Bonjour, Riowa. Bonjour, Jean-Frédéric. Et Gabriel Goyette, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal et travaille essentiellement sur les transformations contemporaines de l'aide publique au développement. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Donc, Riowa, je commence avec vous et je vous lance la question tout simplement. Y a-t-il véritablement eu une révolution conservatrice dans la politique étrangère du Canada? Alors, c'est une question complexe qui est en vérité débattue. Parmi les politologues, les experts, analystes de la politique extérieure du Canada, il semblerait que certains confrères, certains collègues estiment que oui, et d'autres non. Alors, c'est pas aujourd'hui, sur ce plateau, qu'on va régler la question de manière définitive pour la fin des jours. Et vous, quelle est votre prise là-dessus? Quelle est ma prise là-dessus? J'aurais tendance à penser que oui, il y a une révolution en cours, c'est-à-dire, bon, on va atténuer un peu les termes qu'on emploie, mais je crois qu'il y a vraiment des transformations significatives qui sont en train de caractériser les principes de la politique extérieure de Stephen Harper par rapport au précédent premier ministre du Canada. Donc, il y a rupture avec la tradition il y a une rupture. antérieure. Oui, alors, donc, il y a une façon de poser la question, c'est que si, par exemple, on compare la politique extérieure de Stephen Harper aujourd'hui, en 2014, par rapport à la réputation internationale dont jouissait le Canada, par exemple, sous Lester B. Pearson. En fait, oui, c'est ça, aussi loin que ça, comme chacun sait, qui était lauréat d'un prix Nobel de la paix pour son intervention au canal de Suez et qui a été donc aussi l'inventeur, en fait, des casques blancs de l'ONU. Casques bleus. Des casques bleus, pardon, des casques bleus de l'ONU. Si on compare à travers les décennies, évidemment, la transformation de la politique extérieure canadienne, il va de soi qu'il y a vraiment quelque chose de significativement différent. Par contre, si on inscrit la politique extérieure de Stephen Harper dans un continuum linéaire un peu plus, justement, coulant, un peu plus linéaire, et qu'on compare avec certaines transformations qui avaient caractérisé, par exemple, sous Jean Chrétien ou sous Paul Martin, certaines orientations de la politique extérieure du Canada, il est vrai que certains vont dire que, eh bien, en fait, il y a quand même un peu plus de continuité qui n'y paraît à première vue, dans la mesure où il commençait à y avoir un désinvestissement par rapport à certaines questions environnementales. Il y avait une augmentation de croissance dans le budget militaire qui devenait de plus en plus importante, etc. Et dans ce sens-là, en effet, on dirait que Stephen Harper ne fait que radicaliser des choses qui, en vérité, avaient déjà commencé à se mettre en place auparavant. D'accord. Vous avez touché à certains points, on y reviendra un peu plus tard. Et je continue avec Gabriel, vous travaillez sur les questions d'aide au développement. Puis, il faut dire qu'au Québec, c'est un aspect de la politique étrangère ou de l'action internationale du Canada qu'on suit particulièrement. Puis, dans les dernières années, on a vu la fermeture de plusieurs organismes d'aide au développement qui ont soulevé beaucoup de critiques. Il y a eu la fusion de l'ACDI avec les affaires étrangères. Donc, dans l'aide au développement, est-ce qu'il y a véritablement là, une marque conservatrice là, marquée au fer rouge? Là? J'aurais tendance à dire que oui, en fait. Depuis l'élection des conservateurs, on a vu des transformations au niveau de l'aide canadienne qui sont à la fois larges et profondes. Par exemple, sous Bevoda, lorsqu'elle était ministre de la Coopération internationale, elle a présidé une réforme de la programmation canadienne au niveau multilatéral, bilatéral, du partenariat avec les Canadiens, qui était le programme qui finançait beaucoup les ONG canadiennes, et de l'éducation du public. Et donc, vraiment un changement à tous les niveaux. Quand on regarde plus spécifiquement les changements qui ont été faits, on constate que c'est des changements qui, oui, étaient inspirés dans une certaine mesure par des dimensions idéologiques. D'ailleurs, le gouvernement s'en cache pas, il l'appelle, lui, la dimension éthique plutôt que la dimension idéologique. Et c'est tout à fait mis de l'avant. Qu'est-ce que ça implique comme changement ou comme connotation, si on veut, de parler d'éthique plutôt que Je pense que c'est plutôt le branding que décide dans, c'est l'enrobage que les faiseurs d'images du gouvernement conservateur ont choisi. Éthique ou morale, donc les questions morales. Exactement. Et on le voit particulièrement, par exemple, sur les enjeux comme les droits humains ou les droits des femmes, par exemple, ou les gens qui s'intéressent particulièrement à cette question-là vous diront que d'une approche où on faisait une promotion plus holistique des droits des femmes, on est passé aujourd'hui avec une approche en termes de santé maternelle où les femmes ne sont plus que des mères. Et ça, c'est quand même
retour en arrière assez significatif dans une manière de concevoir les enjeux. Mais peut-être plus fondamentalement encore que ce virage moral-là, c'est aussi, la transformation dans le rôle de l'aide canadienne à l'intérieur même de la politique étrangère. Je ne vais pas ici essayer de soutenir que l'aide canadienne était particulièrement autonome et avait ses propres objectifs sous l'ensemble des gouvernements antérieurs. Mais il y a un virage clair chez les conservateurs pour lesquels l'aide internationale, c'est vraiment un outil au service de la politique étrangère. Et on voit un peu cette tendance-là aussi pour ce qui est de la diplomatie canadienne. Vous avez mentionné la fusion de l'ACDI dans les affaires étrangères, mais au début du mandat conservateur, les conservateurs ont fusionné affaires étrangères et commerce international. Et l'année dernière, à l'automne 2013, ils adoptaient la politique de diplomatie économique qui visait à mettre au service des intérêts commerciaux du Canada sa représentation diplomatique internationale. Mais ça fait longtemps quand même que dans la politique d'aide au développement, il y a l'idée d'avoir justement une aide liée, c'est-à-dire qu'un certain pourcentage vraiment non significatif de l'aide étrangère devait provenir du Canada. Donc, l'aide étrangère devait se fournir, si on veut, à même le Canada. Donc, il y avait déjà un lien avec l'aspect commercial, si on veut. Tout à fait. Et ça, c'est un excellent point. Le Canada a été un champion, en fait, de l'aide liée en termes de pourcentage de son aide totale. Il y a seulement le Japon qui a atteint un niveau plus élevé que le Canada. Et on a oscillé certaines années à près de 90 % de notre aide qui était effectivement de l'aide liée. Sauf que dans un contexte... Disons-le, parce qu'il faut dire des choses positives aussi sur le gouvernement canadien. Un des éléments positifs du gouvernement Harper est d'avoir fait réduire de manière extrêmement significative l'aide liée, tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est en bas de 20 %. Alors qu'avant, ça pouvait aller jusqu'à un tiers ou 50 On a oscillé jusqu'à 80 % dans le cas du Canada. Le Canada a toujours été très significativement au-delà de la moyenne de l'OCDE à ce niveau-là. Oui, non, j'allais simplement dire que, en fait, la différence quand même qu'il faut peut-être relever entre ce qui commençait à arriver sous les premiers ministres Jean Chrétien et Paul Martin, c'est qu'à bien des égards, même s'il y avait des transformations, une certaine forme de désinvestissement, ça reste qu'à mon avis, mais bon, c'est peut-être pas une vérité absolue, mais à mon avis, ce sont des contingences d'intérêts ponctuels, un réalignement aussi de la politique extérieure des Américains à cette époque-là qui expliquait certaines transformations que le Canada avait donc suivies. Mais ce qui se passe avec Stephen Harper, et je crois que Gabriel a vraiment bien identifié quand même un aspect très, très distinctif de la politique extérieure en ce moment, c'est qu'il y a effectivement un discours idéologique. Il y a une emprise idéologique. C'est au-delà de la simple rhétorique. Je pense que, notamment, cette réorientation idéologique se traduit notamment par le désinvestissement face au multilatéralisme, qui a toujours été, en fait, le point fort de la politique extérieure du Canada, parce que le Canada ne jouit pas d'une puissance militaire, ne jouit pas non plus d'une superpuissance économique, alors comme tous les pays un peu moyens en termes économiques et militaires, la force d'influence du Canada sur la scène internationale devait passer notamment par un certain engagement dans la diplomatie, dans le multilatéralisme. Et ce qui s'est passé notamment à New York la semaine dernière est assez révélateur, je pense, au sommet de l'ONU. L'absence notoire de Stephen Harper lors des discussions sur les changements climatiques est tout à fait révélateur. Alors, à ce titre-là, pour rapidement évoquer comment ce désinvestissement par rapport au multilatéralisme se traduit, c'est le désengagement du Canada par rapport au traité de Kyoto en 2011. En 2013, le Canada qui se retire du traité de désertification. En 2013, le seul pays de l'OTAN à ne pas avoir signé le traité sur le commerce des armes est le Canada, le seul pays de l'OTAN à ne pas l'avoir signé, ce qui l'aligne en fait avec des pays comme la Syrie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord. Ce qui est troublant. En même temps, dans le discours, rarement a-t-on vu un ministre des Affaires étrangères aussi pugnace, aussi affirmé. Il soutient John Baird, pour le nommer, va avoir un fort soutien à l'Ukraine. Il est allé marcher avec les manifestants, à Kiev, support aux minorités irakiennes, discours sur les droits de l'homme, notamment aussi les droits des homosexuels. Donc, il y a un discours quand même qui suggère une forme d'interventionnisme, qui suggère une forme de parti pris sur les enjeux internationaux. Comment on peut voir ça et en même temps parler d'un retrait? Est-ce que le Canada, d'une certaine façon, ne se démarque pas ou ne s'affirme pas tout simplement d'une nouvelle façon, plutôt que de parler d'un retrait? Est-ce qu'on peut parler plutôt d'une réorientation de l'affirmation du Canada?
Traditionnellement, le Canada avait souvent tendance à jouer un rôle de médiateur dans des conflits et c'est ce qui a fait sa marque de commerce sur la scène internationale. Vous évoquiez la crise de Suez plus tôt. C'est un des éléments qui a vraiment marqué l'entrée du Canada sur la scène diplomatique. En 1956. Exactement. C'est ça, oui. Or, depuis, on a vu une certaine réorientation à ce niveau-là. Le gouvernement canadien ne veut plus jouer ce rôle-là, qui était lié à une vision qu'on appelait d'institutionnalisme libéral, c'est-à-dire une vision où on met davantage l'emphase sur les droits humains et où le Canada se voyait moins comme un intervenant directement dans les conflits que comme un médiateur dans ceux-ci. Et ça paraît dans les discours, mais ça paraît aussi dans les actions du gouvernement. Et donc, par exemple, le Canada, qui pendant longtemps a été un pays qui fournissait beaucoup de casques bleus, j'ai vérifié hier, est rendu au 54e rang des nations qui fournissent le plus de casques bleus. Justement, il y a, pour employer des termes peut-être un peu plus techniques, il y a une doctrine, en fait, un angle d'analyse théorique qui a été développé par justement un des penseurs fondateurs pionniers de l'institutionnalisme néolibéral dont on parlait, qui est Joseph Nye. Et c'est aussi celui qui a développé oui, tout à fait. C'est aussi celui qui a développé la notion de soft power, qu'on pourrait traduire en français par puissance douce, est contrastée avec une doctrine qui caractérisait notamment la politique extérieure de James Baker sous le gouvernement de Bush senior et junior, en fait. Et l'idée de soft power consiste à dire que, en fait, la bonne réputation morale d'un pays se joue aussi en termes d'influence, de sphère d'influence. Et dans ce sens-là, ce qui serait intéressant éventuellement de faire, c'est d'essayer de quantifier les pertes que la politique extérieure du gouvernement de Stephen Harper, comment ces pertes peuvent être quantifiables en termes de perte de soft power. Et je pense que le fait qu'on a tendance à écarter le Canada, comme on en discutait précédemment, de certains forums de discussion très, très importants où de grandes décisions internationales se prennent entre les chefs d'État, le fait de d'écarter le Canada est justement un impact sur... c'est je pense le soft power oui, du tout à Canada. fait, absolument. Thierry Watchung, Gabrielle Goyette, merci beaucoup. Merci à vous.